Pourquoi les Américains ont-ils menti au monde entier sur leur soi-disant marche sur la Lune? Comment la NASA a-t-elle détruit tous les éléments prouvant la supercherie? Est-il réellement possible, même en 2024, de marcher sur la Lune? Le journaliste d'investigation Aldosterone a enquêté sur la plus grande falsification de l'histoire. Il en vient avec cet excellent livre « On n'a jamais marché sur la Lune ». C'est une exclusivité géopolitique profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors j'attendais ce type d'émission depuis très longtemps, j'attendais la personne qui enquêtait sur cette fameuse marche sur la Lune. Est-ce qu'on a marché sur la Lune? Est-ce qu'on n'a pas marché sur la Lune? Je n'arrivais pas à trouver et enfin, on l'a trouvé avec Aldosterone. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner sur la lettre de Géopolitique Profonde, elle est là, elle est chaude, elle est arrivée, vous pouvez vous y abonner, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, voilà, déjà, ce livre, l'excellent livre « On n'a jamais marché sur la Lune », il est là, il est disponible, vous pouvez le trouver. Alors, salut cher Aldo, dis-moi, comment on vient à enquêter sur Apollo, et sur la marche à la Lune, sur Armstrong, etc. C'est quand même un terrain glissant. Merci. Terrain glissant, merci de m'inviter ici. En fait, quand j'étais enfant, j'avais un t-shirt avec le logo de la NASA et je croyais que les gens avaient marché sur la Lune. Je n'avais aucune raison, quant à moi, de croire qu'on ait menti. Maintenant, il y a une chose. Plus j'ai grandi, plus j'ai vu les mensonges autour de nous, des mensonges sans cesse. J'ai commencé à creuser, par exemple, sur l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, il n'y a presque plus personne qui parle en défendant la thèse officielle. J'ai pas de thèse alternative, mais il y a des choses qui ne collent pas. J'ai commencé à creuser également sur, par exemple, le golfe du Tonkin. Ils ont menti, c'était à la même époque des missions Apollo, on est dans les années 60. Ils ont menti en créant une agression simulée de A à Z, qu'il est reconnu aujourd'hui, pour déclencher une guerre qui était programmée de toute manière. Cette guerre-là a fait 2 millions de morts. Donc, j'ai commencé à creuser. Le 11 septembre, bien sûr, qui a basculé toute notre vie. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il va falloir faire un travail de balayage et de ratissage systématique. Et j'ai commencé par cette grande histoire de la guerre froide, l'émission Apollo. Celle qui sont censées avoir envoyé un humain sur la Lune. Et j'ai commencé à creuser. Et là, je suis tombé de très haut. Plus je creusais, plus je trouvais des éléments officiels. Je cherchais dans les sites officiels de la NASA. Les photos, le narratif technique, tout ça. Et en réalité, il n'y a rien qui tient la route. Plus on cherche, plus on tombe sur des éléments qui nous ramènent sur Terre. À commencer par cette pierre, par exemple, qui a été offerte au musée à Amsterdam, qui a passé 17 ans au musée à Amsterdam, exposée au public. Des enfants faisaient des sorties scolaires pour aller la voir. Et le jour où elle a été analysée pour l'assureur, en fait, on a découvert que c'était du bois pétrifié. Elle venait de Terre. Il y a une pierre, grosse Bertha, elle a même sa page Wikipédia, la grosse Bertha, elle pèse 9 kilos, elle a été ramenée par une mission Apollo. Elle a été analysée récemment par une université australienne, et on découvre quoi? Big Bertha est une pierre terrestre. Elle a été formée à des températures modérées dans un endroit où il y a beaucoup d'oxygène, c'est la Terre. Et on a dû développer une thèse ahurissante, comme quoi, il y a très longtemps, un météorite a frappé la Terre brutalement, Big Bertha de la Terre a sauté sur la Lune, elle a été ramassée par un astronaute américain sur le bras et est revenu avec. On est obligé, plus on avance, on est obligé d'inventer des mensonges et des mensonges et des mensonges. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on regarde les choses en face et que l'exploration lunaire est une histoire extraordinaire, mais c'est dans notre futur. Ce n'est pas passé. Voilà. Mais tu sais ce que j'aime avec ce livre, c'est que
évidemment, normalement, on dirait oui, mais voilà, c'est un fait prouvé, c'est du complotisme, etc. Mais ce que j'aime sur ton livre, c'est qu'en fait, tu as des données, c'est une vraie enquête. Tu as fait une réelle enquête. Et tous les chiffres que tu indiques, tout ce que tu indiques, ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est pas juste une lubie. Non, non, c'est pas une limite. N'importe qui peut s'arrêter à n'importe quelle page. Vraiment, je défie n'importe qui à s'arrêter à n'importe quelle page, dire Aldo Serran raconte n'importe quoi, je ne peux pas le croire, et aller chercher par soi-même. Et je donne suffisamment d'informations. Bon, comme c'est pas une thèse de doctorat, le livre ne comporte pas 50 pages de liens, n'est-ce pas? J'ai pas voulu mettre plein de liens et des PDF et des machins. Par contre, je donne des noms, je donne des lieux, des dates, qui permettent à tout un chacun d'aller vérifier et trouver les sources. Et quand on place tout ça bout à bout, c'est vrai que ça donne le vertige. Et j'ai eu moi-même cette sensation de vertige pendant que je travaillais sur ce livre. Pourquoi tu as une sensation de vertige? Tu t'es dit, c'est pas possible. J'imagine que toi, tu as dû voir quelque chose et tu pensais pas aller aussi loin et voir quelque chose d'aussi gros, j'imagine. C'est ça? C'est ça, moi je me dis, bon, je rentre dans un livre, je vais commencer à faire une enquête propre et tout. Et plus j'avançais, plus ça devenait ahurissant. Je me disais, mais non, mais ok, c'est pas possible, j'ai mal vu. Allez, on va revoir encore, donnons-leur le bénéfice du doute. Parce que moi, je suis rentré dans ce livre avec une idée, c'était, je ne demande qu'à croire. Moi, je suis pas là pour casser les rêves des uns et des autres, ou critiquer la NASA à tout prix, ou critiquer les réalisations humaines. Non, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis d'un esprit scientifique, mais je reste très critique. D'ailleurs, l'esprit scientifique et la critique marchent ensemble. L'esprit scientifique ne se base pas sur la croyance aveugle. Je donne juste un exemple. Quand on dit qu'il y a des études qui ont été revues par des pairs, peer-reviewed, ça veut dire quoi, reviewed par des pairs? Ça veut dire que l'étude a été donnée et que d'autres scientifiques l'ont critiqué. Ils ont refait les calculs, ils ont refait les graphiques, ils ont refait les expériences pour vérifier si l'étude est valide ou pas. Donc la science se base toujours sur une attitude que il y en a un qui déclare quelque chose et l'autre en face, il est sceptique. Ben moi, je suis arrivé avec mon scepticisme et je suis sorti complètement choqué de voir qu'on a menti, mais vraiment beaucoup, beaucoup sur ces missions-là. Alors, comment on peut expliquer que les grands États, comme la Russie par exemple, qui ont un fort contentieux avec les Américains, n'ont pas sorti la supercherie en disant voilà, en fait, tout ça c'est faux, c'est une supercherie. Leur but est de faire, pendant cette guerre froide, nous faire passer pour des branquignoles. Enfin, voilà quoi. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? En fait, deux choses. Premièrement, les États-Unis n'ont jamais voulu faire passer l'URSS pour des branquignoles. La raison, c'est que pour demander un budget au Congrès, pour aller demander un budget militaire conséquent pour protéger les États-Unis contre l'URSS, il fallait surtout pas les faire passer pour des branquignoles. Il fallait toujours les faire passer pour une menace crédible. C'est important. Sinon, on n'arrivera pas à justifier les budgets militaires. Mais par rapport aux États-Unis et à l'URSS, ces deux pays ne se battaient pas pour la vérité. Ces deux pays se battaient à coups de mensonges, à coups de vaudeville, et ça montait des deux côtés. L'URSS n'est en aucun cas le garant d'une vérité quelconque. L'URSS, c'est le Politburo, l'URSS, c'est le Soviet suprême, et tout passait par du mensonge dans ce pays. Et les États-Unis avaient énormément de dossiers sur l'URSS, et l'URSS avait des dossiers sur les États-Unis. Donc, les uns et les autres avaient tout à perdre en entrant dans le jeu. Il est en train de mentir. Exemple que je donne dans le livre, les Soviétiques ont perdu, je crois que c'est 67 ou 68, ont perdu un sous-marin avec des torpilles nucléaires dedans, le K-129. Ils n'ont pas dit un mot. Les Américains l'ont vu, la CIA a organisé un projet à 5 milliards de dollars pour aller le récupérer, et ils l'ont récupéré. Il y a même des vidéos sur YouTube qui ont été rendues publiques en 2010, les voyant jeter à la mer avec tous les honneurs officiels les marins soviétiques. Pourtant, ils n'ont pas dit un mot à la presse. Les États-Unis auraient pu convoquer une conférence de presse et dire « Oui, regardez, l'URSS est en train de mentir à ses citoyens, il y a un navire, il a coulé, il y a 80 gars dedans, ils ont ignoré complètement, tout ça. » Ils ne faisaient pas ça. Pareil, il y a une fusée qui a explosé à Baïkonour en 61, ça a été révélé en 1989.
Pourtant, les Américains le savaient, ils n'ont jamais révélé, ils n'ont jamais été embarrassés, l'URSS, en disant oui, ils ont des morts, ils ont eu un grand échec, ils n'ont rien dit. Non, c'était pas comme ça que ça se passait. Les uns et les autres n'avaient pas intérêt à ce jeu de je révèle. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas intérêt parce que j'imagine qu'ils se neutralisaient. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des médias, des réseaux sociaux, avec l'information qui fait le tour du monde 10 fois en 2 secondes, comment les Américains et la NASA ont-ils fait pour continuer à réussir à cacher ce secret? Parce que si toi tu ne l'écris pas, alors nous, bon, bien sûr, on a un public de gens avertis, mais la masse de gens, elle, va continuer à croire mordicus que ce fait a existé. Oui, la masse croit mordicus qu'il a existé parce que c'est dans la fin des années 60, 70, c'est loin de nous. Mais un vaudeville, pareil, je peux te le dire, Mike, avec le nombre, aujourd'hui on est connecté et on a beaucoup d'informations, jamais ils ne pourraient nous jouer un vaudeville pareil en 2024. On les aurait tournés en ridicule à la minute où ils auraient sorti ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne tentent pas trop. Bush avait en 2002 donné à la NASA, je crois, 18 ans pour revenir sur la ligne. Ils disent toujours revenir. Et puis après, Obama a juste, voilà, il a juste annulé le projet parce qu'il a compris qu'il n'irait jamais. Là, ils ont relancé un autre projet de retour sur la Lune. Mais même ce projet-là, on le verra encore être annulé. La NASA n'arrive même pas à envoyer des gars dans l'espace, en orbite basse de la Terre, 400 km, et les ramener en sécurité. Ils ont 2 astronautes qu'ils ont lancés en juin, ils devaient revenir au bout d'une semaine, ils sont coincés jusqu'à maintenant, et ils n'ont même pas de date pour le retour. On parle de 2025. Donc, la NASA n'est pas complètement opérationnelle. Ils ont énormément de soucis. Donc, ils sont aujourd'hui incapables d'envoyer des gens de manière sûre, ne serait-ce qu'en orbite basse. Et alors, nous raconter qu'ils ont été sur la Lune dans les années 60 ou 70, c'est complètement grotesque. D'autant plus, Mike, je te dis un truc. C'est pas qu'ils ont été une fois sur la Lune et qu'on peut dire « Oui, mais Aldo, t'es méchant, c'était un projet tellement miraculeux. Ils l'ont fait une fois, mais... » Tu te rends compte, ils ont mis toutes leurs ressources, ils ont réussi ça une fois, mais ils peuvent pas le refaire. J'aurais pu comprendre. Hein, c'est comme ce coup de ballon, tu le fais une fois, tu sais pas comment tu l'as réussi. Non. Entre Apollo 11 et Apollo 12, il y a 4 mois. Les mecs, ils partaient tous les quelques mois sur la Lune. Les Américains zappaient quand on leur disait il y a des mecs sur la Lune. C'était le nouveau normal, quoi. Des gens qui se baladent sur la Lune. Bon, tu vas pas me faire un live à chaque fois qu'il y a ça. Ça explique encore moins qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à aller au-delà de l'orbite basse. Aujourd'hui, on traîne à 400 km encore. Donc, oui, parce que c'est vrai. C'est vrai que depuis 50 ans, plus personne, même pas les Américains, n'ont refait un, entre guillemets, voyage sur la Lune. Oui, il y a une aberration statistique en réalité. Ça veut dire que aujourd'hui, on se balade, n'importe qui peut aller suivre l'ISS, la Station Orbitale Internationale. Elle orbite à 415 km environ. N'importe qui peut aller chercher l'émission STS, l'émission de la navette spatiale, qui allait, bon an, mal an, 200, 250 km, des fois 300, des fois 400, des fois 500. Mais on est en train de parler de centaines de kilomètres autour de la Terre, même pas 1000 en réalité. Juste autour des 400, 500. Et soudainement, dans les années 1969-1972, on part à 400 km et on revient. Aucun humain ne prétend l'avoir fait en dehors de ces missions. Aucun humain ne l'a refait depuis. Donc, je veux dire, on ne va même pas à 1000 km aujourd'hui. Même 1000 km, c'est trop loin. C'est ça qui... Bien sûr. Et puis il y a la question aussi, alors ça je le vois souvent, du coup de fil de Nixon avec son vieux téléphone où il parle avec les astronautes, quoi. Oui. En fait, ce coup de fil, c'est tellement grotesque que j'en parle même pas dans le livre. Il n'est même pas mentionné dans le livre. C'est que je me suis dit, bon, je leur donne un joker. Je leur donne ce joker-là. Voilà. Mais il y a plein d'éléments, qui ne collent pas. Dès qu'on commence à mettre les pièces bout à bout, il y a rien qui colle en vérité. Et tout nous renvoie vers la Terre. Moi, je suis un esprit scientifique. Eux, ils déclarent quelque chose, ils doivent le prouver. C'est pas à moi de prouver que ce n'est pas vrai. Sinon, je donne dans le livre l'exemple de la théière de Russell. Bertrand Russell, un scientifique britannique, a juste avancé un truc. Il a dit, il y a une théière en porcelaine qui orbite autour du Soleil entre la Lune et Mars. On ne peut pas la voir au télescope.
Et il a dit, si vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez prouver qu'elle n'existe pas. Alors, voilà, c'est juste une affirmation drôle, mais qui veut illustrer la méthode scientifique. C'est à Bertrand Russell de prouver que sa Terre existe. C'est pas à ceux qui n'y croient pas de prouver qu'elle n'existe pas. Donc c'est pareil pour la NASA, et c'est pareil en réalité pour toutes les affirmations scientifiques. Celui qui affirme quelque chose doit pouvoir le prouver. Et bien sûr, à affirmation extraordinaire, il faut aussi une preuve extraordinaire. C'est la règle de Carl Sagan. C'est une règle qui dit que plus une affirmation est énorme, plus elle sort du consensus scientifique habituel, et bien plus il faut des preuves lourdes pour qu'on puisse y croire. Ces preuves lourdes n'ont jamais été apportées par la NASA malheureusement. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.